Salut tout le monde, c'est Sneakit pour cette dernière vidéo de l'année, vidéo à la fois bilan de la chaîne, expectations pour 2026 et FAQ, parce que vous avez été nombreux à participer, à me poser des questions. Alors tout d'abord, en termes d'objectifs, dans les séries à compléter, donc j'avais deux grosses épines dans mon pied, évidemment, c'était Détective Conan et Gintama. Et j'étais parti du principe qu'on allait faire Gintama en priorité. Eh bien, vous le voyez devant vos yeux ébahis, mais c'est évidemment complètement raté. Pour preuve, j'ai plus touché de tomes de Conan que de Gintama. Alors, loin de moi, évidemment, l'idée de me dédouaner, mais c'est absolument un immonde calvaire de trouver des Gintama. Je vais sur les sites d'occasion assez fréquemment. Gintama, on va dire que je surveille ça au moins une fois par jour, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est absolument infâme, puisque déjà tout le monde met le mot-clé Gintama dès que c'est une merde qui vient du Japon. Si on part sur Vinted faire un petit coup d'œil, voilà, donc recherche avec les mots-clés manga Gintama, pouf, on a des plaques de Dragon Ball Unichiban Kuji, des Nendoroid de... Oh, Tandadan, voilà, c'est marqué dessus, du jeu vidéo en voiture, en voilà, des machins qui n'ont rien à voir, c'est du Yu-Gi-Oh! Donc c'est absolument infâme, et en plus, cerise sur le gâteau évidemment, on a toujours ceci qui est l'édition, ça se voit en haut ici, l'édition italienne. Donc très très dur de les trouver. J'ai bien vu passer deux intégrales, mais pareil, des prix de martiens. Puisqu'on a des prix, en moyenne, on était à des prix à plus de 5 euros pièce d'occasion. C'est déjà compliqué, surtout que, rappelons-le, on est chez Kana, c'est les mangas parmi les moins chers du marché. Donc on est sur des prix de 7,30 € en neuf. Donc payer plus de 5 euros pour de l'occasion hors frais de port. Évidemment, ici c'est un bon exemple. Un prix à la pièce, 3 euros, ça c'est parfait. Mais ça c'est si on le trouve en magasin. Là je vais payer 5 euros de frais de port. Donc ça revient plus cher que de le prendre en neuf. C'est malheureux, parce que derrière la personne, on peut pas dire qu'elle soit gourmande. Elle vend son manga à 3 euros. Si c'était ma voisine, je lui prendrais tous les jours. Voilà. Et le mieux que j'ai trouvé, c'est un gars qui était d'accord de me faire un prix à 5 euros pièce, mais il voulait évidemment pas séparer sa série. Donc j'aurais dû racheter les 25 premiers tomes. Autant dire que ça reviendrait déjà à 125 euros perdus dans la nature. Et alors pour réussir à revendre à côté les 25 premiers tomes de Gintama à un vrai prix, autant laisser tomber. Donc complètement un échec. Je me demande si je vais pas faire mon deuil de cette série-là. Enfin, pas dans le sens où je ne veux pas l'acheter, mais peut-être l'acheter petit à petit directement à mon magasin. Mais en commençant par la fin, vu que je me dis qu'il y a peut-être plus de chances sur un malentendu. Je vois peut-être un lot de 40 pop et qu'on puisse négocier les derniers. C'est pas faisable. Donc peut-être commencer comme ça, mais en tout cas, voilà, je pense que je n'aurai pas de meilleure option que de les prendre en neuf. Moralité, quand vous cherchez une série, surtout des longues séries, n'achetez pas des petits lots de 10 pour goûter, tout ça. Soit c'est un gros lot, soit vous laissez tomber. Là, Conan encore ça va, parce que là j'avais fait un lot de 50. 50 tout de suite ça parle, c'est plus raisonnable. Voilà. Alors, ça c'était dans les complétions. Tout le reste, c'était des petites séries qui étaient en cours de complétion, qui ont été complétées. Et il n'y a plus beaucoup dans les petites séries. Même si ça c'est mon erreur de fin d'année, mais bon, on est tous faibles. Ensuite, dans les envies, je recherchais les codes de combat. Mais pareil, c'est raté aussi. Alors j'ai vu passer des lots pas vilains, un qui était beaucoup trop cher, mais ce qu'on trouve surtout c'est l'ancienne édition malheureusement, et donc je n'ai pas envie, je suis un collectionneur psychorigide et psychopathe, donc avoir deux éditions différentes dans ma série, non merci. Donc pareil, on n'a pas passé le cap. Celle-là, j'avoue que je cherche un peu moins. J'en ai entendu à chaque fois beaucoup de bien. Je sais que Manga Badass aime bien et tout ça. Mais vous me connaissez, je suis fleur bleue et je pense que ça risque d'être peut-être un petit chouille trop violent pour moi. Mais voilà, je ne dis quand même pas non. Ce serait bête de ne pas les découvrir.
Ensuite, nous avions donc du Taiyu Matsumoto. Ici, il y a toujours éveil, mais vous voyez que tous les autres ont disparu. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, ma collection de Matsumoto a plutôt bien augmenté. Le point négatif, évidemment, c'est que je n'ai pratiquement rien lu, à part les Chats du Louvre, qui ne sont pas là parce que c'est beaucoup trop grand. Mais voilà, je pars toujours du principe qu'il vaut mieux rentrer les tomes, qu'on arrivera toujours à trouver un moment pour les lire, alors que si ça tombe en rupture de stock, ça devient évidemment très compliqué. Celui étant le plus recherché, celui qui me donnait le plus envie à lire, c'est Zero, mais celui-là est absolument introuvable. Mangaka sera du même avis que moi, et évidemment beaucoup trop cher, parce que je l'ai eu passer à plus de 70 €. Pour un volume même de grand format, ça reste excessivement trop cher. Succès aussi pour les Bakuon Reto, qu'on a fini par trouver. Donc j'avais trouvé un petit lot de 5, il me semble, histoire de goûter la série. J'ai tellement apprécié que j'ai absolument tout dévoré. Ça, c'est une de mes plus belles découvertes de l'année. Ça m'a réconcilié avec l'auteur. La preuve, c'est que j'ai aussi lu Black Box de chez lui. Hop. Pareil pour les princesses Jellyfish que j'ai réussi à trouver et compléter. Ah, là j'en ai lu 4, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Le problème étant le même, il me manquait le tome 5, donc j'ai lu les 4 premiers, puis le temps que le tome 5 arrive, c'était un peu tard, j'avais passé à autre chose, j'avais d'autres lectures à faire en priorité, mais ça fait partie des séries que j'aimerais bien reprendre et finir avant de la fin de l'année, pourquoi pas, parce que j'ai beaucoup aimé, c'est une autrice que j'aime particulièrement, aussi Akiko Higashimura. Et enfin, c'est pratique, ils étaient planqués juste derrière. J'avais aussi dit que je voulais rentrer les Astrobots, parce que ça fait partie des séries, on va dire, légendaires d'Osamu Tezuka. Et c'est chose faite, je les ai rentrés, même en urgence, puisque mon libraire voulait les renvoyer sans débarrasser. Donc hop, on n'a pas hésité longtemps, on les a rentrés. Par contre, évidemment, on ne les a pas lus, hein, sinon c'est pas drôle. Et pour terminer, les mangas de la catégorie X, donc les mangas excessivement rares ou beaucoup trop chers, ce qui fait que les trouver, ça relève de l'impossible, ou d'une superbe nouvelle de réédition, ce qui arrive encore moins souvent, c'était les Whistle, avec donc les 11 premiers volumes. Ceux-là, je les ai lus, c'est déjà pas mal. Les volumes suivants, hop, ici on est jusqu'au 22, puisque j'ai bien le dernier volume, ou les derniers, puisque c'est un tome double, mais au format japonais. C'était le meilleur compromis que j'ai pu trouver pour compléter la série. Oui, parce que je pars du principe qu'elle est complète. En même temps, pour vous faire une idée, parce qu'évidemment Sneakit, il a jamais beaucoup de chance, je venais de les acheter et quelques semaines après, l'intégrale est enfin apparue, magie, sur Vinted. Sauf que moi, mon intégrale, je l'ai payé 120 €, hors frais de port, après négociation, tout ça. Sauf que là, l'intégrale, donc avec un vrai tome double 23, était à 400 balles. Je vous laisse faire le calcul. C'est comme si je payais 280 € pour le tome 23. Autant dire que je ne suis pas prêt à faire ce sacrifice, donc je me contente de ce que j'ai actuellement, et cette série me convient parfaitement. D'autant qu'on est sur un manga quand même de football, donc je pense qu'arriver à lire le tome japonais avec mon smartphone ne devrait pas être trop compliqué, voire m'autoriser à aller lire des scans, puisque je possède, après tout, l'œuvre originale. Donc j'estime que j'ai le droit. Hop là. Donc voilà pour ce qui est des objectifs de l'année en cours. Et donc, pour les objectifs de 2026, j'aimerais bien, évidemment, je vous l'ai dit, continuer les Gintama, mais là je pense qu'on va opter pour le format 9, malheureusement, parce qu'on n'a pas trop le choix. Un an de recherche infructueuse sur une série qui est quand même plutôt connue et populaire, ça fout un peu les boules. Et puis, quelques petites séries à compléter, évidemment, Aozora Yell,
que j'ai rentré en décembre. Donc là, les tomes sont commandés. J'espère qu'ils vont les recevoir. Pour l'instant, mon libraire a reçu le 18-19. Mais voilà, je prends pas de risque. Je préfère attendre qu'il ait tout avant de les compléter. Parce que c'était plutôt sympathique, une bonne petite série. Hop, le reste, bah ça c'est commandé. Mao. Non, j'ai pas encore commandé non plus. Mais ça, il faudrait que je me mette à jour. Parce que c'est la série qui est en cours aussi. Et a priori, le début m'a bien plu. Et puis cette petite série là, Maria Mantegazza, j'avais bien aimé le côté un peu dans une période historique, juste après la Première Guerre mondiale, la naissance de l'aviation, tout ça, c'était sympa. Mais voilà, ça c'était pas un coup de cœur, c'est un manga qu'on m'a donné à la base, le tome 1, et puis il sera fini en 8 volumes. Donc là il y en a 6 de parus. Donc si les deux sortent dans l'année, on sait pas, mais en tout cas, voilà, ce sera pas trop long à compléter, et ça risque pas de me coûter beaucoup trop cher. En termes d'envie, on va quand même laisser Coq de combat. C'est vrai que ce serait quand même dommage de ne pas y goûter. C'est vrai qu'Éveil maintenant c'est le dernier Matsumoto disponible qui me manque, donc ce serait quand même dommage de passer à côté. Et puis on a toujours les séries excessivement dures à trouver. Moonlight Act, franchement j'adorerais les avoir. Je me dis qu'il y a peut-être un espoir maintenant que l'infâme Crunchyroll a été racheté par les Américains et qu'ils vont revenir sous le nom de Kazé. Ce serait peut-être un coup intéressant pour un peu redorer le blason, parce que évidemment les Américains qui ont racheté là sont des spécialistes du manga. Crunchyroll, c'était des mecs de l'animation, le manga ils y connaissent rien. Donc je ne sais pas si la licence leur appartient toujours, j'en doute, mais je me dis que sur un malentendu, ça pourrait être très sympa de nous le ressortir. Pareil, les Mother Sarah, ça c'est excellent, mais c'est absolument introuvable. J'avais montré dans une vidéo, on était sur du 900 € l'intégrale, donc peut-être un des mangas les plus chers du monde. Faut dire que c'était des gros formats, hein. C'est aussi des belles bêtes, mais quand même. Et puis je garde aussi les Suicide Island. Maintenant, je me dis non plus, pas impossible, pas impossible, puisque Genesis est en pause officielle, et même d'ailleurs passe en arrêt de commercialisation. Mais Holy Land est bientôt fini, donc peut-être qu'ils vont enchaîner après la fin de Holy Land sur Suicide Island. Sur un malentendu, ça ferait plaisir. Et puis pareil, Matsumoto, le zéro. Mais voilà, je me dis que c'est pas impossible non plus. Sur un malentendu, on a quand même eu des rééditions cette année, notamment Frères du Japon. Donc sur un malentendu, on va peut-être pouvoir l'attraper. Ça me ferait en tout cas rudement plaisir. Toujours et sûr, je ne mettrai pas 70 € dessus. Alors, on va passer à vos questions. Et donc, la première question nous vient d'Aurélien Léon, 2716 pour être sûr, qui me demande quels sont les titres au Japon, mais pas en France, Belgique, que tu aimerais voir paraître, les titres sortis. Alors évidemment, ça c'est... Je ne prétends pas avoir une excellente culture de tout ce qui est sorti au Japon, loin de là. Mais évidemment, dans ceux que j'aime particulièrement, vous savez mon amour pour Mitsuru Adachi, donc Miyuki, un de ses titres phares qui n'a jamais été publié chez nous, qui est en 12 volumes, dont je possède les volumes japonais. J'avoue que j'aimerais bien avoir une version officielle francophone, mais malheureusement, même s'il ressort un petit peu, c'est pas un des auteurs les plus plébiscités malheureusement chez nous. Du côté truc un peu plus obscur, alors un que j'aime aussi particulièrement, et que je possède aussi en intégrale japonais, c'est, alors avec l'accent, attention, Hukago Saikoro Club. Voilà. Ce qui veut littéralement dire le club de dés après l'école. C'est un manga plutôt, alors là ils mettent shonen, mais il y a un petit côté plutôt un peu shoujo parce que c'est que des filles, sur le thème des jeux de société. Donc très intéressant. Alors il faut savoir que la France particulièrement, enfin la francophonie, est très joueur. Les jeux de société c'est quand même un truc assez important dans notre culture. Et ça fait longtemps qu'on a dépassé le stade du Monopoly. Alors le Japon, c'est un peu plus frileux là-dessus. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas ce qui est bon. La seule différence, on va dire, avec ce manga-là, c'est que, vous le verriez ici, c'est de 2013, donc forcément, c'est des jeux un peu plus anciens.
Là, je pense qu'ils sont en train de jouer. Comment s'appelle encore celui-là? À Marrakech. Très bon jeu d'ailleurs, Marrakech. Mais voilà, ça fait plaisir de retrouver des grands classiques que nous on connaît évidemment dans un truc japonais. J'ai découvert ça avec l'animé que je vous conseille. Donc il y a un animé, il n'est pas trop long, il va pas au bout de l'histoire. Mais en tout cas, c'était vraiment très chouette. Sachant que j'avais aussi apprécié sur l'animé le petit détail qu'ils avaient fait un côté plus actuel. C'est-à-dire que oui, ils jouent aux jeux anciens, mais dans la boutique de jeux, on peut voir des jeux beaucoup plus récents. D'ailleurs, c'est un fabricant de jeux, une des marques d'ici, qui m'avait fait découvrir totalement par hasard cet animé en se vantant d'être apparu dans l'animé, ce qui était très drôle aussi. On peut y voir notamment du King Domino dans les trucs un peu plus récents, même si c'est plus si récent que ça. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes curieux, si vous aimez bien le côté jeu de société, je sais qu'il y en a qui risquent d'aimer, vu que certains m'ont suivi depuis la chaîne Marvel JCE TV. Ben voilà, c'est un bon anime pour faire le pendant entre votre amour des jeux de société et votre amour du manga. Et un petit dernier pour la route, celui-là je ne le possède pas du tout, je l'ai découvert cette année aussi. C'est Ramen Daisuki Koizumi-san. Donc Koizumi aime les ramen. C'est une série à la base donc sur les ramen, et vous savez que j'aime les mangas de bouffe, et j'adore les ramen, c'est un de mes plats préférés, qui a le bon goût de parler donc non seulement des différentes sortes de ramen, de l'histoire, mais aussi à chaque fois de citer des lieux et des endroits réels, existants. Donc c'est plutôt pas mal. Alors là c'est classé Seinen, évidemment c'est toujours bizarre ces choix, hein, puisque pareil, les personnages c'est entièrement de côté féminin. Ça reste fort sympathique, et puis pour moi-même avoir un peu goûté à ces plaisirs-là au Japon, voilà, ça me touche particulièrement cet épisode où elle va au musée des ramen. Bah, quand on a été au même endroit, ça fait toujours un petit quelque chose. Voilà, maintenant, encore une fois, peu de chance qu'on voit ce genre de série arriver ici, et c'est extrêmement atypique, on va dire, comme série, et même pour une série de type gastronomique, c'est quand même exclusivement de niche, exclusivement réservé au Japon. Ensuite, donc toujours sur le même un peu idée, il me demande quelle série ne plus éditée mériterait une réédition selon toi? Eh bien évidemment, en tant que bon crevard, les séries dont je vous ai parlé précédemment dans mes wishlists, j'aimerais bien qu'elles soient rééditées pour pouvoir mettre la main dessus. Zero de Matsumoto, je les ai dit il y a 2 minutes et j'ai déjà oublié, c'est qu'à monter. Suicide Island et l'autre machin. Enfin bon, voilà. De toute façon, j'en ai parlé. Mais, voilà. Si je devais être bon et généreux avec vous, avec la plèbe, et demander des rééditions de séries que je possède, parce que je trouve que tout le monde devrait évidemment pouvoir mettre sa main dessus. Alors je pense qu'en numéro 1, celle qui le mérite le plus, c'est Rookies. Et ça, il y a des chances que ça arrive une fois que Rokudenashi Blue sera terminé. Pour moi, Rookies, c'est vraiment la meilleure des séries de Morita. Le dessin est exceptionnel, cette série, c'est vraiment du 10 sur 10. La preuve qu'elle est tellement pas appréciée que même Monsieur Manga Collect n'a pas réussi à trouver toutes les images, ce qui est un peu triste. Donc c'est un manga qui mêle le sport, le furio, ce qu'on appelle un peu la rédemption par le sport évidemment, sur le baseball, avec un professeur qui a des idées un peu révolutionnaires et qui va prendre tous les délinquants de l'école et se démerder pour en faire une équipe de baseball qui tienne la route. Alors le dessin est toujours sublime, les émotions sont au rendez-vous, le fait que ce soit une petite équipe évidemment, qu'il n'y ait que 9-10 joueurs sur la fin, permet, si on rajoute évidemment l'entraîneur, d'avoir que chaque personne ait son heure de gloire et que chaque personne soit bien travaillée. C'est vraiment un manga qui mérite sa réédition. Mais celle-là, je pense que vous l'aurez aussi. Et puis la deuxième, on va dire, c'est aussi un manga qui a des grandes chances d'être réédité. Mais pas tout de suite, parce que si Delcourt Tonkam attend d'avoir fini H2, sachant qu'on a un tome d'H2 sur les 17 prévus, que ça va être du 3 tomes par an s'il garde le rythme, ça va être quand même compliqué. C'est évidemment Cross Game d'Adachi.
Pour moi, c'est une série que je mets dans mon top 3 des séries du maître. J'ai adoré cette série. On retrouve les thèmes qu'il affectionne particulièrement, la romance et le sport, avec cette petite pointe de tristesse propre au décès, à la perte d'un proche, qui avait fait aussi le pic émotionnel de Touch, qui reste son œuvre majeure selon moi. Donc celle-là, pour moi, j'avais adoré Cross Game, et je trouverais chouette que vous puissiez le lire à un prix correct, puisque ça se trouve, mais ça coûte un rein. Voilà. Et donc, pour la dernière question, tu me demandes... Donc, sur ta chaîne YouTube, verrons-nous des lives ou des vidéos en collab avec d'autres passionnés du sujet? Alors, c'est pas l'envie qui m'en manque, parce que si j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'est avant tout pour pouvoir discuter de manga avec des passionnés et d'autres psychopathes tels que moi. Le problème, c'est que je ne me sens pas forcément légitime de proposer des collabs. Ma chaîne étant excessivement petite, et je n'atteins pas les 750 abonnés, je me vois mal aller démarcher des gros youtubeurs pour leur proposer d'apparaître dans mes vidéos. Je ne vois pas ce que eux auraient à y gagner. J'ai déjà eu le plaisir d'apparaître quelques fois dans les vidéos de Manga Badass. Ça m'a déjà beaucoup plu. Mais voilà, après... Si quelqu'un parmi vous, si jamais quelqu'un regarde cette émission et a envie de parler des délire collectionneurs avec moi, d'anciennes séries et tout ça, je suis évidemment totalement open bar. Mais voilà, moi je ne me vois pas aller embêter les collègues n'ayant même pas 1000 abonnés. Ensuite, alors... Donc, les prochaines questions nous viennent de Sayachan Gunmuldothir. Voilà, j'espère que je l'ai bien prononcé. Ça fait très scandinave comme nom, comme pseudo. Mais je te connais, je sais qu'on a déjà discuté ensemble. Donc, il me demande mon coup de cœur 2025. Voilà, je l'ai déjà un peu sous-entendu dans cette vidéo, mais ma révélation, ça a vraiment été Bakuon Reto. Pourtant, c'est une série qui est dure, on va pas se le cacher, c'est peut-être même pour ça que j'ai été happé dedans. Ça fait partie des séries que j'ai absolument dévorées en quelques jours, malgré les 18 volumes, qui m'a complètement réconcilié avec l'auteur, et qui a ce côté autobiographique qui rend l'histoire excessivement poignante. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire des Bosozoku. Donc les Bosozoku, c'est des gangs de motards dans les années 80 au Japon. Ça fait partie de leur culture à eux. Et c'est l'histoire surtout de jeunes adolescents qui se sentent perdus, pas à leur place dans une société qui est quand même très, très réglementée, encore plus vrai au Japon que chez nous, et qui vont partir dans les gangs, dans la drogue, parce que ça parle de cela, et qui vont aimer pratiquer la moto, donc sans casque, très vite, avec des accidents. Il y a une scène d'accident qui est absolument à la fois dure, mais poignante, parce qu'on voit que ça a été réel. Pour arriver à dessiner ça, il faut l'avoir vécu. Et l'auteur le dit très bien, il a vécu ça, même si c'est jamais les personnages qu'il va mettre en pratique. Mais quand, dans le début du tome, l'auteur explique que ouais, j'avais un senpai, un jour je passe devant un resto, il me fait signe, il me demande de le rejoindre et il me paye des raviolis. Et 2 jours après, il était mort. Ah ouais, quand même, ça calme, quoi. Donc, excessivement puissant comme œuvre, ça m'a réconcilié avec l'auteur. Je reste convaincu que je n'aime pas tout de lui, mais en tout cas, celle-là, ça fait partie des œuvres, pour moi, légendaires, que tout le monde devrait avoir lu une fois. Mais âme sensible, s'abstenir. Ensuite, sur le même sujet, la déception 2025. Ça, c'est assez facile, ce sera celui-ci. Donc, Monthly Girl Nozaki-kun. Alors, on m'en avait parlé en bien, j'avais regardé quelques épisodes de l'animé. Et en animé, je dois dire que c'était plutôt sympathique. Donc c'est l'histoire de cette fille-ci qui vient faire sa déclaration d'amour à un garçon. Sauf que le garçon comprend tout de travers et il pense qu'elle a juste capté son identité secrète et qu'elle veut bosser pour lui. Donc comme lui est un mangaka
plutôt populaire, un mangaka de shoujo en plus, ce qui dénote avec sa personnalité, avec son apparence. Bah lui, il veut la prendre comme assistante. Donc ça démarre bien, il y a un petit côté humour, il y a ce côté manga, hein, j'adore les mangas sur le manga. Mais déjà quand il est sorti, il a été reporté déjà pas mal de fois, ça m'a déjà saoulé. Pardon. Et ensuite, quand il est sorti, j'ai fait l'effort de prendre les 3 tomes. Et je me suis rendu compte que c'est un manga en 4 cases. Et ça, c'est quand même compliqué, ça change complètement. Le rythme n'est pas du tout évidemment le même qu'avec un vrai manga ou qu'avec ce que l'anime m'avait montré. Donc j'ai déjà été très déçu. Et puis, je ne vous le cache pas, papier Noévé Graphics, transparent, ça m'a complètement démotivé. Donc j'ai lu la moitié du tome 1, puis je les ai gentiment rentrés chez mon libraire. D'autant qu'en plus, la série, on est déjà à 9 tomes en cours. Il me semble que c'était même plus au Japon, mais en tout cas, ils parlent de 9 tomes, c'est ceux qui sont au programme. Et voilà, je crois qu'il y a ces 17 volumes au Japon. On dit voilà, encore une série qui est longue, qui est toujours en cours, qui est pas dans mes goûts malheureusement, et avec un papier de merde, je fais merci, mais non merci. Ensuite, nouveauté 25 que tu aimes et que tu conseilles. Alors ici, dans les classiques, j'ai adoré Subaru, la réédition chez Naban. Un petit goût de passé. Un petit goût de passé, alors même si c'est un volume double, donc on a eu 2 tomes en quelque sorte, mais j'aurais vraiment voulu avoir un 2e tome dans l'année pour vraiment être convaincu, on va dire, mais Masahito Soda m'a complètement convaincu, que ce soit avec cette œuvre-là ou avec Capeta, c'est du tout bon. Donc ça, c'est absolument excellent. Notez que si vous êtes pressé, l'ancienne édition est trouvable et est pas hors de prix. Ça peut encore se trouver. Moi, je me suis dit, puisque ça ressort, on va attendre quand même que ça sorte et on va prendre ces tomes-là, il n'y aura pas de problème. Sinon, dans du plus grand public, on va dire, mais pareil, aussi un peu inconnu, parce que le seul qui en a parlé, qui me l'a conseillé, c'est grâce à lui, c'est Manga Badass. C'est Dragon et Caméléon, voilà, manga sur le manga. Alors, on y revient, hein, thème que j'aime beaucoup, que j'ai adoré. Le côté shonenique est vraiment bien mis en place. Donc l'histoire de 2 personnages, donc un mangaka légendaire, hein, une sorte de Ichiro Oda, mais de cette histoire-là évidemment, qui intervertit de corps avec un assistant, qui lui a la capacité de copier à la perfection le style des gens. Donc lui, évidemment, en tant que clampin, est très content d'avoir directement la gloire, le pouvoir, le fric, tout ce qui va avec, et va tout faire pour le garder. Quant au mangaka légendaire, il va se prendre ça plutôt bien, que l'autre ne veuille pas lui rendre son corps, et il va partir du principe que il va repartir à zéro et en profiter pour se reforger et se réinventer. Donc ça marche plutôt bien, c'est excellent. Donc on a vu les 2 premiers tomes d'un coup, et le tome 3 qui est venu rajouter encore un peu plus de sel avec ce personnage-là, qui est l'ancien sensei du grand maître. Donc c'était plutôt agréable, ça se lit bien. J'ai beaucoup aimé cette série. Ok. Et donc, tu me demandes aussi les nouveautés 2026 que j'attends. Donc ça, on va faire ça pour jeter un coup d'œil au planning. Alors pour ne rien vous cacher, j'essaye de freiner évidemment sur les nouveautés, c'est pas facile. Hein. Mais il n'y a pas grand chose là-dessus qui m'a spécialement attiré. Alors j'ai bien vu 2-3 choses, mais sans plus. Après, on peut pas tout connaître non plus. Je me laisserai peut-être tenter avec le temps. Alors c'est vrai qu'on a ça. Donc c'est paradoxal, c'est Rose Bertin, la couturière fatale. J'avais acheté cette année les 3 premiers tomes sortis chez Michel Lafon. Je m'étais dit on va quand même y aller, ça fait un moment que j'attends, ça me tente beaucoup. C'est tout ce que j'aime, c'est de l'historique. Mais peu de temps après que j'ai fait l'acquisition des 3 tomes, surprise, arrêt de commercialisation, ils iront pas plus loin, et merde. Et donc Naban a la bonne idée de reprendre l'édition, qui ne sera malheureusement évidemment pas la même que celle de Michel Lafon. C'est pour ça que je me suis débarrassé des Michel Lafon et que je vais reprendre les nouveaux.
avec un rythme, et ça fait quand même plaisir, adapté aux lecteurs qui voudraient poursuivre justement la série originale sans attendre trop longtemps, puisque le tome 1 sortira en même temps que le tome 4, et que le tome 5 sortira en même temps que le tome 3. Je trouve le move plutôt intéressant. Donc c'est une série, alors je peux vous en parler évidemment parce que j'ai les 3 premiers tomes, qui parle d'une couturière à l'époque de la... alors un peu avant la Révolution française, qui va, de par son talent et sa persévérance, devenir la couturière attitrée de Marie-Antoinette. Donc franchement très bien, et alors le dessin sublime, vraiment grande qualité. Bon après ça compte pas vraiment comme nouveauté. Ah, celui-là quand même m'a fait de l'œil, La Voix de l'Assassin, donc c'est par l'auteur évidemment de Lone Wolf and Cub. Vu le prix, ça devrait être des grands formats mais un petit peu moins cher. Donc ça, celui-là me plaît bien, surtout que ça parle aussi d'un personnage historique, hein, Hanzo Hattori, qui était le chef des ninjas au service du clan Tokugawa. Donc pour moi, ça va être très bon. Évidemment, alors là, c'est pareil, ça triche encore un petit peu, mais on a la suite de Neira. Donc c'est la continuité, mais ils repartent sur un tome 1. Le problème avec cette série-là, c'est qu'on l'a attendu très longtemps la suite de Neira, et j'ai peur qu'ils finissent par se casser la gueule, puisque quand on attend plus d'1 an avant une suite, c'est quand même compliqué. Déjà en plus manga français, ça prend un peu de temps, enfin francophone, puisque l'autrice, la dessinatrice, elle est espagnole. Mais c'était excellent. Un peu à côté à la Witcher, qui se battent avec des créatures des cauchemars, enfin c'était très bon. Ah oui, ça, parce que je suis évidemment un grand pigeon des mangas du Jump. J'ai lu l'extrait qui avait été offert gratuitement par Kiyun. C'est Ichi the Witch. Hop, voilà, je vous le mets un peu en plus grand. Ça m'avait beaucoup plu. Je sais que c'est une série qui est excessivement populaire au Japon, qui est souvent dans les top 1, top 2 du Weekly Shonen Jump. Mais surtout, c'est la scénariste de Iruma, l'école des démons. Donc série que j'aime beaucoup. Et au dessin, ce n'est rien de moins que la dessinatrice d'Act Age, qui était un manga superbe, que je n'ai pas pour la simple et bonne raison que ça ne vaut pas la peine, vu que le manga a été arrêté, car le scénariste a fait des choses pas très catholiques. Hein, voilà, nous sachons. Mais voilà, donc très content de revoir cette dessinatrice de grand talent revenir chez nous. Ça me fait très plaisir. Et donc c'est une série que je suivrai avec grand plaisir. Hop là. Et puis voilà. Bon allez, je vais les citer aussi, mais ça c'est des reports. Alors je suis très fan de la maison d'édition Kotodama, de ce qu'elle propose. Donc là, il y avait 2 séries qui ont été reportées, qui étaient prévues, je pense que c'était d'abord en novembre, puis en décembre. Donc j'espère, encore une fois, qu'il n'y aura pas de problème avec la maison d'édition. Donc c'est 14 août 1945, jour le plus long du Japon, le jour où le Japon décide de capituler, et que tout le monde évidemment n'est pas d'accord, et la librairie des jours heureux. Évidemment, comme je suis très fan de livres et tout ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui va beaucoup me plaire. De toute façon, je prends tout chez eux, voilà, je l'ai dit, je l'ai décidé. Puis voilà. Bon, le reste, je sais pas, j'ai pas grand chose, je refais encore un petit peu le tour, mais j'ai rien vu d'autre, il me semble, qui m'avait particulièrement touché. Maintenant, ça me dit quand même quelque chose, Eagle. Faut que je me renseigne. Je crois que c'est un auteur que je connais et que j'ai dans ma mangathèque. Mais j'en sais pas beaucoup plus. Voilà. Ça, par contre, je le déconseille absolument. Miron N. Roboko, je ne comprends pas pourquoi. Comment c'est Mangetsu a acheté ça. Est-ce que c'est un vieux plan de Sullivan pour se venger et les pourrir? Donc c'est un manga d'humour japonais qui marche moyennement au Japon, ça fait partie aussi du Jump. Le seul intérêt de ce manga, c'est les couvertures, parce que là évidemment ça ne se voit pas avec celle-là, ce qu'on voit des autres, non. Mais en fait les couvertures sont toutes des parodies de couvertures de manga du Jump assez célèbres, My Hero Academia, tout ça. Donc ça pour la blague c'est drôle, mais je pense que c'est un manga qui ne marchera absolument pas chez nous. Déjà parce que c'est très spécial, et puis c'est encore un humour très à la japonaise malheureusement. Donc peu de chances que ça marche chez nous.
Voilà. Bon, là, ça marche déjà sur du juillet. Bon. Donc c'est tout à peu près pour les nouveautés. Maintenant, je ne me refuse rien s'il y a des nouveautés qui sortent. Et puis là, on a au mieux que jusqu'au 10 juillet. Donc fort à parier qu'on ait encore beaucoup d'autres sorties qui arriveront d'ici là. Alors, et tu as alors, dernière question. Je te suis depuis 1 an, je suis curieuse de l'histoire de ta chaîne. Comment as-tu venu à faire du YouTube et ton avis dessus maintenant a posteriori? Es-tu content de ta chaîne? Alors, dans l'ordre, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ma chaîne? Il y a 2 raisons. La première raison, c'est que je suis un énorme passionné de manga. Et dans ma région, il y a peu de gens qui partagent, avec qui je peux discuter ouvertement. Il y a quelques-uns à ma librairie avec qui je peux en discuter. Mais c'est assez rare. Et je voulais toucher un plus grand nombre de gens, pouvoir discuter avec plus de gens et partager plus ouvertement ma passion. La deuxième chose, c'est que je suis un grand consommateur de YouTube manga. Mais malheureusement, ces dernières années, beaucoup de youtubeurs que j'appréciais particulièrement, qui m'ont apporté énormément en tant qu'être humain et en tant que collectionneur, ont arrêté. Alors le tout premier, c'est Manga Edigo, que j'ai découvert à l'époque du Covid malheureusement. C'est vraiment la première fois où je me suis dit tiens, mais le manga, c'est pas juste des gens qui lisent dans leur coin, on en parle en ligne. Et il lisait de tout, c'était aussi un très gros collectionneur, je pense qu'il est monté jusqu'à 8000 mangas. Mais voilà, il a fini par être dégoûté. Lui avait beaucoup de succès et ça attirait aussi pas mal de haine et de jalousie, je pense, ce qui l'a affecté. Et il a fini par complètement disparaître. La chance que j'ai, moi, c'est qu'avec une petite communauté, j'ai très très peu de haters qui sont venus m'embêter. Ça, c'est quand même le positif. Et puis, donc après, il y en a eu plusieurs. Vous connaissez peut-être Draxo, qui était plutôt pas mal. Il faisait pas mal de vlogs, et puis il a fini par disparaître. Et puis dans les grands, que là je suis sûr que vous connaissez, évidemment, on a Authentique, qui nous avait promis un grand retour. Et bon, on sait que c'est pas vraiment arrivé comme on espérait. Et pareil, est-ce qu'il a trop brûlé la chandelle par les deux bouts? Et évidemment l'excellent Ed le Fou qui lui a laissé tomber tout son côté YouTube pour se consacrer, a priori avec succès, et tant mieux pour lui, je suis content pour lui, à l'animation de scènes, toujours sur le thème évidemment du manga. Voilà, j'en oublie sûrement. Dans les récents, tiens, lui il a jamais dit qu'il arrêtait vraiment, mais ça fait un moment qu'on n'a plus de nouvelles, c'est le Monde de Tada, Loïc du Monde de Tada, qui était aussi très sympa. Qui était un peu fort critique à mon goût, mais qui avait quand même un goût qui lui était propre, qui était assez différent. Et ses vidéos étaient, ma foi, fort intéressantes, mais pareil, il a disparu. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on n'a plus de vidéos de lui. Donc voilà, beaucoup qui disparaissent. Même Zoulouf, Zoulouf que j'aimais bien aussi. Pareil, on ne le voit plus. Donc voilà, j'ai essayé de prendre cette place-là. Maintenant, eux, c'est des mecs qui sont là, moi je suis là, hein. Bon, on va pas se le cacher. Mais voilà, j'essaye de boucher un peu les trous en ramenant ma science. Ok, alors. Donc nous avons Crazy Syrax 169 qui me demande ma pire lecture de l'année. Bah oui, ça fait un peu redondant à ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, si on part du principe que j'ai pratiquement pas lu Monthly Girl Nozaki-kun, un truc qui m'a excessivement déçu, c'est évidemment, hop là, où est-ce qu'il est? Le Kaiju numéro 8, Relax. Pareil, je l'ai acheté, j'ai lu la moitié, j'ai refermé le tome en me disant qu'est-ce que c'est que cette merde, et je l'ai remballé chez mon libraire. J'aime excessivement Kaiju numéro 8, c'est une bonne série, et qui a le bon goût de ne pas être trop longue. Et je pense que c'est là que le bas blesse, parce que comme les gens, les éditeurs, et attention, je parle de là au Japon, ont investi pas mal dans la série et que l'auteur a dit non, mais moi je m'arrête là, je suis fort content. Il y avait sûrement une frustration et ils se sont dit on va faire tourner la pompe à fric. C'est un grand classique, hein, tout le monde aime l'argent. Mais plusieurs fois on avait déjà eu le Side B. Et Side B c'était pas mal, parce qu'en vrai ça amenait, même si le dessin était différent,
Ça amenait de la profondeur à ce personnage-là, qui est un personnage intéressant, évidemment. Et ça avait le bon goût d'être en 2 tomes, donc ça c'était plutôt chouette. Mais ici, avec Relax Time, on a les personnages qui vivent leur vie à côté, qui sortent, qui vont à la salle de jeu. Déjà, ça n'amène rien à l'histoire, le dessin est clairement moins bon, mais en plus, non seulement ça n'amène rien à l'histoire, mais ça va complètement les décrédibiliser. C'est-à-dire que, par exemple, la fille dont il est amoureux, qui est en mode toute mignonne quand elle essaye de choper des chats à la pince, à la machine à pince. Puis tu vois à côté le directeur et le sous-directeur, tu vois les 2 gros badass qui font peur et tout ça, qui sont en train de jouer à Taiko no Tatsujin, puis qui font du breakdance. Enfin, c'est complètement what the fuck, ça n'amène rien, c'est une perte de temps et de pognon. Si encore ça avait été un one-shot pour rire, j'aurais pu le passer et le garder, mais non, là on est à 3 tomes, en cours au Japon. Oui, parce qu'il y en a que 2, mais ça c'est chez nous évidemment. Donc excessivement grosse déception. Pourtant, je suis quelqu'un de plutôt tolérant. Donc meilleure lecture de l'année, bah pareil, ça je pense que j'y ai déjà répondu. Ensuite, tu me demandes si tu devais totalement oublier un manga pour le redécouvrir, lequel serait-ce? Ben, c'est une réponse qui va être encore une fois bateau, mais c'est des mangas de mon enfance évidemment. Et je pense que les candidats, en tout cas je pense en 1 ce serait Dragon Ball, parce que Dragon Ball c'est quand même la vie, et j'adorerais redécouvrir Dragon Ball. Sinon pareil, Senseiya, hein, les 2 mangas qui ont fait de moi l'être humain, ou en tout cas l'otaku que je suis. Et dans les plus récents, bah pourquoi pas, comment il s'appelle encore celui-là? Full Metal Alchemist, parce que celui-là, en termes d'écriture, évidemment, j'en ai déjà parlé aussi récemment, mais les deux derniers tomes sont tellement une claque dans la gueule quand tu vois tout le puzzle qui se remet en place. Et ça, bah, c'est quelque chose que tu n'auras plus jamais. Tu prendras toujours plaisir à relire un manga, mais tu connais le dénouement. C'est comme les thrillers, tout ce qui est série un peu suspense, 20th Century Boys par exemple, ou The Killer Inside. Bah, à partir du moment où tu sais qui est l'assassin, à moins d'avoir une très mauvaise mémoire, le plaisir sera évidemment plus le même à une prochaine lecture. Alors, voilà. Donc, question stat, combien de mangas as-tu acheté dans l'année? Combien de tomes as-tu lu dans l'année? Voilà, je fais 2 questions d'un coup. Eh ben, on va parler statistiques, puisque tu aimes ça, et que j'aime ça aussi de toute façon. Alors, tac. Donc j'ai passé mon temps cette année à prendre des notes et essayer d'avoir plus ou moins des vrais chiffres à vous proposer. Donc en termes d'achat d'occasion, ici vous avez toutes les séries que j'ai achetées. Si vous êtes curieux, vous pouvez mettre pause. De toute façon, c'est toutes des séries que vous retrouvez dans mes vidéos tout au long de l'année. Ça va loin. Donc je suis arrivé à 474 mangas entièrement en occasion. Preuve quand même que l'occasion, c'est un truc qui me réussit plutôt bien. Et en plus, je suis... Non, ça va, j'allais dire j'ai oublié les Mao, mais non, ça va, ils sont là. C'est juste que oui, je n'ai pas acheté l'intégrale de Mao, faut pas déconner. Donc 474 tomes pour de l'occasion. Et les mangas neufs, j'ai classé ça par mois, encore basé sur mes vidéos et mes listes. Ce qui nous amène à 832 volumes. Ça, c'est plus ou moins pour le total, mais je me suis rendu compte que j'avais tendance à oublier pas mal de fois les mangas, alors ce que j'appelle les mises à jour, donc les complétions de séries. Donc si on additionne vite fait ces 2 chiffres-là, on arrive à 1306 mangas achetés dans l'année, ce qui est déjà énorme, je pense que vous en conviendrez. Mais si je me base sur les chiffres que me donne... Où es-tu passé? Donc Manga Collect. Hop, vu que ma collection est actuellement de 11 941 mangas et qu'elle était à 10 500 l'année dernière, preuve en est ma vidéo de récap de l'année. Hop, on reprend la statistique. Donc ça devrait être plutôt aux alentours de 1422 volumes. Voilà. Ah, c'est dommage, hein, j'avoue, j'aurais pu faire un effort pour être à 1500. Hein. Vilain sneak it. Mais c'est déjà, franchement, pas mal. Je pense que vous en conviendrez.
Et c'est là que vous vous rendez point à quel point le mec qui vous parle en ce moment est un taré. C'est ça qui est bien. Mon seul point positif, on va dire, ça tu ne l'as pas demandé mais je te le donne quand même, c'est au niveau des séries. Donc là c'est les séries commencées. À côté j'ai mis les séries terminées. Et j'ai réussi à terminer plus de séries que je n'en ai commencé. Ça fait quand même plaisir. Alors surtout que sur la fin de l'année, on va dire que j'ai un peu pêché. J'ai chopé quelques grosses séries. Mon ami Destenep, là c'est 22 tomes en cours au Japon. Mao, 26 tomes en cours au Japon. Aozorayel, bon ça sera vite fini, parce que c'est terminé. Puis les 2 séries de Meian. Ici on a toujours une raison de sourire et Azumi découvre les escort girls. Ça c'est juste venu me pourrir le dernier mois. Sinon j'étais plutôt pas mal. En outre, si vous êtes fin observateur, c'est pas mal de petites séries en fait. J'essaye de me limiter à des séries assez courtes. Puisque Kaiju le spin-off, ça c'était 2 volumes. Blue Flowers c'était 10 volumes. Ça c'est en cours. La couche est pleine, ça c'est 4. Sushichi c'est 8. Le Bourget et la Cagole 7. Switch Family 4. Il y en a, on sait pas où on va aller. Il y a Dox Red, c'est 6 en cours. Après quelques-uns qui sont obligatoires. Crows, c'est 20 volumes. C'est 22 au Japon, je crois que si j'ai bien compris, c'est 20 volumes chez nous. Voilà, ça fait partie des séries un peu légendaires dans le domaine du furieux, donc ce serait dommage de passer à côté. Hanma Baki Son of Ogre, oui, j'ai fait les 2 premiers Baki, je ne vais pas ne pas faire le 3e, ce serait débile. Et pareil pour les Teufs, les Teufs on est sur du 40 volumes, donc même en volume double, ça va piquer aussi. Et à côté de ça, j'en ai quand même fini quelques grosses. On a quand même fini cette année les My Hero Academia, 42 volumes. On a fini les Shiayafuru, 50 volumes. Quonreto, bon ça c'est 18, mais ça c'est le truc rattrapé. Donc voilà, Darwin's Game, c'était déjà aussi une longue série qui s'est terminée aussi. Yawara, 20 volumes, ça a pris le temps. Donc je suis plutôt satisfait. Et en vrai, j'aimerais bien freiner sur les nouveautés, sur les séries, pour avoir le temps de faire fondre ma palle, qui est de plus en plus désagréable, malheureusement. Donc les mangas achetés, j'y ai répondu. Combien de tomes lus dans l'année? Voilà, donc ça, évidemment, c'est la question la plus compliquée. J'ai dû réfléchir, puisque en termes de nouveautés, je sais ce que je lis. Parce que je sais, ne serait-ce que pour vous en parler, j'essaie de ne pas me faire attraper et de lire beaucoup les nouveautés. Les sorties. Mais pour le reste, c'est plus compliqué. Alors, c'était où? Voilà. Donc là, ça ne ressemble absolument à rien, mais j'ai essayé de compter tout en me rappelant. Donc ça s'est lu. Quelques pales que j'ai lues. J'ai bien avancé dans les Fire Force. J'ai terminé les Go & Go. J'étais à 10 tomes, je pense que c'est là le 20. J'avais lu 10 tomes, j'ai lu les 30 de Go & Go. J'ai racheté le Sakura Saku à Céline de sélection manga. J'ai complété et j'ai tout lu. Donc ces 9 volumes là aussi c'est du lu. Donc si je m'arrête au jour d'aujourd'hui, sachant qu'il y a encore un peu de temps et que je vais encore avoir de quoi lire et surtout avancer dans la palle, j'ai quand même lu 1166 volumes en un an. Ce n'est pas rien. Si vous êtes curieux, ça fait un peu plus de 3 tomes par jour. Alors, les jours de travail, en moyenne, c'est 4 tomes. Ça, c'est facile. Le reste, c'est un peu plus compliqué, mais il n'y a pas un jour où je ne lis pas un tome. Ça, c'est impossible. Toujours avant de m'endormir, je prends un tome, j'avance dedans. Quand c'est des gros pavés, bon, je lis un petit peu. Ça, c'est possible que je ne le finisse pas, évidemment. Mais voilà, donc, preuve que je ne fais pas que acheter, je lis quand même beaucoup. Mais, vous l'aurez compris, même si j'ai lu 1166 volumes, vu que j'en ai à peu près acheté 1422, ça pue du cul. C'est le problème d'être un collectionneur compulsif et surtout d'avoir ce qu'on appelle le FOMO, donc Fear of Missing Out, la peur de se faire avoir pour une série qui tomberait en arrêt de commercialisation, qui ne serait pas plus disponible. Et puis, quand je vois passer une occasion qui est pas chère, j'ai tendance à foncer dessus. C'est quand même mon gros défaut. Voilà, j'espère avoir répondu correctement à ta question.
Alors, ensuite, Monsieur Fielding, 5212, donc un grand habitué de la chaîne lui aussi, me demande pourquoi acheter une série qui est soit en pause, soit arrêtée. Eh bien, tu as totalement raison. C'est fondamentalement débile. Et d'ailleurs, c'est toujours un de mes conseils, c'est renseignez-vous avant sur une série pour savoir si elle est viable ou pas. Parce que des séries en pause, il y en a pas mal. Des séries en arrêt, ça c'est encore plus moche. Maintenant, si on peut nuancer, deux séries arrêtées ou en pause, déjà on a Vagabond. Vagabond, c'est quand même un pilier du manga. Alors certes, il manquerait pas grand-chose pour que ce soit fini, mais il y a peu de chances qu'on ait la fin. Il faut être réaliste. Mais est-ce que ça vaut la peine de se passer de Vagabond pour autant? Je ne pense pas. On pourrait dire la même chose de Berserk. Après tout, Berserk, l'auteur, est décédé, et même si la série continue actuellement à sortir à un rythme très long, le vrai Berserk de Miura est terminé au volume 41 avec son décès. Est-ce que c'est pour autant qu'on ne doit pas aller sur Berserk? Ben non, puisque on a un des meilleurs arcs, tout manga confondu, à l'âge d'or, on ne le présente plus. C'est d'ailleurs pour ça que moi je reprends en version grand format Berserk. En tout cas, j'irai jusqu'à l'âge d'or. Donc les 7 premiers volumes, ça fera 14 volumes, ce sera parfait. Parce que c'est cher et ça prend de la place. Mais je les ai quand même là, c'est pour ça qu'ils sont là. J'en veux 7, pas un de plus. Et puis, donc je sais que ta question fait référence à ces deux séries ici, que j'avais pris, qui sont chez Meian. Donc ici on a toujours une raison de sourire. Parce que j'ai quand même tendance à faire confiance à Meian, et je pense que même s'ils mettent les séries en pause, on peut arriver à voir un tome de temps en temps et aller au bout. La preuve, c'est que là, ils ont ressorti un tome de Unsung Cinderella. Pour janvier, on va avoir un tome de Demon Lord et One Room Heroes. Donc, c'est pas des séries qui sont vraiment finies. Et parce que je fais confiance à Meian. Ce serait chez Delcourt Tonkam, on est bien d'accord, je n'y vais pas. Maintenant, les auteurs sont aussi très fourbes, les éditeurs, pardon, parce que souvent ils ne le disent pas. Si on prend l'exemple de Mangetsu, il a fallu leur tirer un peu les verres du nez que Sullivan balance pour savoir que des séries étaient mises en pause. Comme la dernière de Tetsuo Hara sur Nobunaga. Sauf que moi, déjà je ne le sais pas, et quand c'est sorti, moi j'étais au rendez-vous. C'est du Tetsuo Hara, c'est de l'historique, c'est une période que j'aime beaucoup. Donc boum, j'achète. Et donc il y a des séries où même en prenant le temps de se renseigner, on va toujours se faire avoir. Je reprends l'exemple aussi, j'en ai parlé tout à l'heure de Rose Bertin. Je ne m'attendais pas à ce que Michel Lafon, après 3 tomes, décide d'arrêter. Sauf que c'est trop tard, j'avais déjà acheté. Voilà, l'histoire du manga est constellée de séries où on s'est toujours fait couillonner, moi plus que les autres, vu que j'achète plus que les autres aussi. Mais voilà, bon, Love X Dilemma, c'était en pause en très longtemps, et ils ont fini enfin la série, en nous forçant à acheter des collecteurs hors de prix, mais bon, au moins ils ont fini. Mais oui, sur le principe, je te rejoins, il faut un esprit critique, et il ne faut pas acheter tout et n'importe quoi. Et alors, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui te plaît dans l'isekai? Eh bien, c'est très simple. Ce que j'aime dans l'isekai, c'est que c'est une lecture facile. Si vous êtes fan du chef Otaku, personnage qui divise mais qui n'a quand même plus rien à prouver de par ne serait-ce que son nombre d'abonnés, à l'époque, il avait sorti une vidéo sur les isekai et il comparait ça à la masturbation. Oui, oui, je vous vois sourire derrière votre écran. Mais quand on y réfléchit, c'est en fait excessivement vrai. C'est un plaisir rapide, immédiat, facile, ça se lit bien, et surtout, c'est une lecture qui est agréable. Quand on s'est tapé des journées de boulot de 13 heures, se lire un gros pavé, ou par exemple du Taiyo Matsumoto, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est compliqué. C'est compliqué, et donc on préférera toujours avoir une lecture comme disait Authentique, popcorn. Le genre de lecture où je prends mon cerveau, je le déconnecte, je le pose à côté, je passe un bon moment, je fais une petite douce au cerveau de temps en temps. Voilà, c'est ce qu'on aime dans l'isekai. Et puis on va pas se le cacher, le public type
pour ce genre d'œuvre, c'est les glandus comme moi, hein, qui approchent de la quarantaine, qui n'ont pas forcément une vie sociale épanouie, qui n'ont pas forcément un boulot des plus réjouissants. Bah oui, c'est ce genre de personnes en fait qui sont ciblées par l'isekai, où on se dit, bah oui, moi aussi j'aimerais bien me faire renverser par un camion et me retrouver beau gosse surcheaté dans un monde médiéval fantastique rempli de femmes chats à gros boobs. On va pas se le cacher. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'aime l'isekai. Mais, encore une fois, il faut nuancer, parce qu'il y a isekai et isekai. Mais Yann, par exemple, la spécialité, c'est de faire de l'isekai bas de gamme, accessible. C'est pas une critique. C'est d'ailleurs ce qui leur rapporte le plus de pognon, ça et les hentai. Bon. Enfin, c'est pas vraiment Meian hentai, mais c'est le même patron derrière. On s'est compris. Mais, on peut aussi, quand on cherche, trouver des isekai qui valent la peine et où l'auteur ne s'est pas dit simplement bah, je vais faire un xème clone de Solo Leveling et proposer quelque chose de plus intéressant. C'est par exemple le cas de Hero Skills achat en ligne, qui est très sympa, qui est axé sur la bouffe et la cuisine. Rien que le dessin, il y a déjà un niveau un peu plus supérieur à l'isekai bas de gamme moyen qu'on produit à la chaîne. Donc il ne faut pas juger forcément les genres, et ça vaut quand même la peine à chaque fois d'essayer de trouver une pépite. C'est même d'ailleurs plus réjouissant quand on dit bah tiens, là j'ai mis la main sur quelque chose de follement intéressant. Alors, nous avons François Paris 780 qui nous demande justement parle-nous de toi en dehors des mangas, quel est ton travail, quelles sont tes autres passions, pas que Marvel Champions. En dehors du manga, as-tu une conjointe, des animaux de compagnie? Ben voilà, hein, bon, on est honnête. Donc dans la vie, je suis comptable. Voilà, c'est pour ça que j'aime les chiffres, les statistiques et les tableaux Excel. C'est pas folichon, hein, c'est pas le taf où je vais sauter par la fenêtre tous les jours, mais voilà, c'est satisfaisant et ça me permet de manger, ce qui est déjà pas mal, et surtout de consacrer un budget non négligeable à mes passions, la numéro 1 étant les mangas. Hein. Je pense qu'un tiers de mon salaire part en manga, pour vous faire une idée. Ah, je vous cache rien. Par contre, évidemment, à côté de ça, donc je l'ai fait dans l'ordre, un petit peu dans l'ordre qui m'arrange. Ben non, je n'ai pas de copine, pas de femme, pas d'enfant, rien du tout, parce que je n'ai jamais trouvé quelqu'un prêt à me supporter, moi et mes délires de collectionneur. Aussi parce que je suis quelqu'un de plutôt introverti, hein, j'ai du mal à aller vers les gens comme ça, en tout cas hors des environnements que je connais et que je maîtrise. Et puis, vu ma gueule qui ressemble plus à un clodo, c'est pas facile de pécho non plus. Comme l'a dit un grand homme, si j'avais su à l'origine, j'aurais moins mis de points en intel et plus en charisme, j'aurais été con comme mes pieds, mais au moins j'aurais pécho. Voilà. Par contre, j'ai des animaux de compagnie. J'ai un chat. C'est une vieille mémère de 17 ans voilà, qui m'accompagne depuis déjà pas mal de temps. Elle est presque aussi vieille que mon amour des mangas, c'est dire. Et donc, quelles sont tes autres passions pas que Marvel Champions, évidemment. Bah, tu l'auras deviné de par Marvel Champions, je suis très fan de jeux de société, même si le temps évoluant, on est tous comme ça, quand on est jeune, qu'on est à l'école, on a beaucoup de temps pour jouer avec les potes, puis le temps passe, on a tous nos boulots, on a tous nos horaires. Donc, j'en profite moins qu'avant. C'est pour ça que j'ai beaucoup revendu de ma collection de jeux de société pour ne garder que l'essentiel. Ce qui m'a fait aussi de la thune pour acheter des mangas et de la place pour ranger les mangas. Double profit. Mais à part ça, je suis vraiment l'otaku typique. Vous voyez les mangas, là, le gros otaku comme ça, bah, c'est moi. Il manque juste les lunettes et on est bien. Puisque je m'intéresse pas mal aux figurines, je collectionne les Miklos de Senseiya, je collectionne les figurines Dragon Ball, j'aime beaucoup les cartes, cartes Dragon Ball aussi, j'ai aussi du Pokémon, comme beaucoup, j'ai une immense collection de cartes World of Warcraft, si vous avez connu à l'époque. Je m'intéresse aussi aux jeux vidéo, évidemment, hein, on est collectionneur de jeux vidéo. Alors, évidemment, j'en parle aussi très peu, parce que j'aimerais que cette chaîne reste concentrée uniquement sur le manga. Mais oui, je crache pas sur un jeu vidéo de temps en temps, j'ai même une belle petite collection. Même si, évidemment, les mangas restent le numéro 1, le jeu vidéo, c'est quand même
un budget, ça demande quand même un budget. Et même du jouet. Eh oui, les jouets dans le temps, alors pas beaucoup, hein. Là, vous ne le voyez peut-être pas, mais derrière moi, j'ai ce qu'on appelle les Beast-Wars Animutants. Donc, c'est des Transformers à des époques, ça doit être de 96 ou 97, 96-97 pour nos amis francophones. C'est les Transformers, mais en forme d'animaux. J'adore ça. Hein. Je pense que j'ai tous les modèles différents qui sont sortis, en tout cas en Europe. Il m'en manque 4 qui sont exclusifs en Amérique. Et puis toutes les variantes de couleurs, sachant qu'il y a eu des douzaines de variantes par chez nous, pour les États-Unis, pour le Japon, ça c'est infâme. Et les Jurassic Park de chez Kenner, pareil, ça c'est 93 pour Jurassic Park et 97 pour Le Monde Perdu. Et pareil, j'ai tout ce qui est sorti en Europe à l'époque, donc à chaque fois les vagues 1, sachant que les vagues 2 ne sont sorties qu'aux États-Unis. Quelques exceptions, on va dire, pour le Canada et tout ça. Mais voilà, ça devient déraisonnable, ne serait-ce que les prix, plus les frais de port, plus la douane. Donc non, j'ai mes collections qui sont faites et compliquées. Voilà. Ce qui explique pourquoi au-dessus de ma télé, j'ai tout un décor Jurassic Park, c'est très joli. Et ça pose aussi la couleur de la créature que je suis. Voilà, j'espère avoir répondu pleinement à ta question. Alors, donc nous avons Aurélien Léon 2716 qui me demande: est-ce qu'il te reste encore beaucoup de place pour agrandir ta mangathèque? Est-ce que tu te fixes une limite? On va déjà répondre à celle-là. Non. Je cours absolument partout pour essayer de trouver de la place, malheureusement. Le premier compromis que j'ai fait, c'est de partir du principe que je ne saurais jamais avoir tout mis en valeur de manière correcte et jolie. Si j'avais un budget illimité, mon rêve absolu, ce serait d'être comme dans La Belle et la Bête. Vous savez, cette immense bibliothèque avec des échelles qui roulent comme ça, qui font le tour. Ça, c'est juste absolument sublime. Malheureusement, la plupart de mes mangathèques sont du double épaisseur. Donc j'essaie quand même d'optimiser pour mettre en avant les beaux volumes, les fresques, les séries qui me touchent particulièrement. Mais ça devient compliqué. Et là, évidemment, vous vous rendez bien compte que j'ai dû déborder sur le tout venant. Vous l'aviez vu avec des tiroirs, mais c'est pareil. Les meubles des commodes, les armoires Q-Lox et tout ça. Pour l'instant, au moins, on arrive à avoir tout rangé de manière rangée, on va dire. Donc tout est dans des meubles. Enfin, même si j'ai 2-3 mangas qui traînent toujours, mais c'est ceux qui sont en cours de lecture, hein, la palle récente, on va dire. Mais ça devient excessivement compliqué. Je vois mal comment je pourrais aller beaucoup plus haut. Ça va être de toute façon, au bout d'un temps, il n'y a pas le choix, va falloir vendre pour refaire de la place, malheureusement. Après, on va dire que l'objectif c'était les 10 000 et je ne compte pas descendre en dessous. Voilà. Alors, donc sur le même truc, au vu de la valeur de celle-ci, est-ce assurable par les assureurs? Alors, je n'en sais rien, je ne me suis jamais posé vraiment la question. Comme tout le monde, j'ai une assurance qui prend en compte l'intérieur de ma maison, hein. Mais je pense que, en vrai, non. Et pour être totalement honnête, si un jour il y a le feu dans ma maison, vu que ma vie n'a été que amasser des objets, des mangas et autre chose, et de faire une maison confortable, je préférerais rester dans le feu et cramer avec. 1, ça me fera beaucoup moins de peine, et 2, j'aurai au moins l'impression d'avoir un enterrement digne d'un viking, et ça c'est quand même la grande classe. Et donc, enfin, comment est venue cette passion du manga et de la collection? La collection, c'est facile, c'est depuis vraiment tout petit. Tiens, c'est vrai, j'ai pas parlé, je collectionne aussi les Lego, faut pas déconner. Mais déjà tout petit, j'ai toujours voulu accumuler, j'ai jamais rien vendu. On m'offrait des choses, quand on m'offrait un jouet, voilà, j'ai cité les Transformers, j'ai cité les Jurassic Park, j'essayais d'avoir les autres, de base. Alors, Internet n'existait pas. Oui, je sais, je suis vieux. Donc, déjà à l'époque, j'aimais bien faire les brocantes et trouver des pièces. Il m'a fallu longtemps avant de comprendre, ne serait-ce qu'en Jurassic Park, quelle pièce allait avec quoi. Est-ce qu'on trouvait un lance-missile d'un côté, on trouvait une bestiole de l'autre,
qu'est-ce qu'il y allait avec quoi, reconstituer les kits un peu de manière cool. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Donc j'ai toujours été collectionneur. J'ai toujours tout amassé, même les conneries que je n'utilise plus, tout ce que... Je n'ai jamais rien revendu. J'ai encore des Action Man, j'ai encore des Hot Wheels, et tout est dans la cave. Voilà. Et pour le manga, je m'y suis mis excessivement tard en fait, parce que je suis un enfant du club Dorothée, j'ai été bercé avec les dessins animés, mais mes parents étaient très contre les mangas, parce que ça passait à la télé, enfin on disait que c'était des trucs violents et tout ça, qui n'était pas totalement faux, parce que c'est de faire croire à des enfants que Ken le survivant, c'est bon pour eux, ou même un Nicky Larson, oui, non, je comprends qu'il y avait des tensions à ce niveau-là. Donc quand j'étais jeune, c'était uniquement la BD franco-belge. Je suis passé par tous les classiques, Tintin, Astérix, voilà. J'en passais des meilleurs, hein, les Bob et Bobette, le Lucky Luke, j'ai tout. D'ailleurs, vous les voyez encore de temps en temps dans mon arrière-plan, il y a des mangas devant, mais ils sont toujours là, hein, je garde tout. Et puis c'est vraiment quand j'étais donc au lycée que j'avais un ami qui lisait des mangas et qui m'a initié. C'est vrai qu'au début, comme pour tout le monde, c'est un peu compliqué de se dire tiens, c'est vrai que ça se lit à l'envers, c'est spécial. En plus, il m'a initié avec bon goût, puisqu'il m'a fait découvrir Vagabond, il m'a fait découvrir Ken Fist of the Blue Sky, Shoten no Ken, maintenant ça s'appelle la réédition. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre goût au manga. Et puis, après la fin des études, on s'est perdu de vue, et j'avais cette frustration de... En fait, là j'ai commencé une série, donc j'ai lu tous les Shoten no Ken, je pense que c'était jusqu'au tome 15, quelque chose comme ça, je ne saurais absolument plus dire. Mais je n'ai pas la suite en fait, et j'aimerais bien avoir cette suite. Moi, quand j'ai commencé une histoire, je veux la suite. Donc j'ai commencé à prendre ces mangas-là. Et puis, avec les 18 ans viennent l'indépendance, le travail d'étudiant. J'ai commencé à, je ne vais pas dire gagner ma vie, mais en tout cas à me faire des sous qui étaient à moi. Et à ce moment-là, quand tu gagnes tes propres sous, que tes parents aiment les mangas ou pas, c'est ton argent, ils n'ont plus rien à te dire là-dessus. Donc pareil, donc je travaillais pour la petite histoire en tant qu'étudiant dans un carrefour, et il y avait des mangas là-bas. Et donc, pareil, avec ma paye, ça m'arrivait de prendre des mangas. Et j'allais vers ce que je connaissais. J'étais curieux. Donc, l'édition pastel de Dragon Ball, la première édition de Chevalier du Zodiaque. Et pareil, en lisant ces œuvres-là, je me suis rendu compte qu'entre les dessins animés que je connaissais et les mangas que je lisais, il y avait une énorme différence. Alors, moins Dragon Ball est assez fidèle si on skip tous les fillers à la con. Mais dans Senseiya, par exemple, le Chevalier Zodiac, c'était beaucoup plus violent. Dans le dessin animé, pour transmettre les informations à Ikki, Ikki Chevalier Noir, le cygne casse le symbole du cygne de son casque et le téléporte à Ikki. Ça va, ça passe. Ouais, dans le manga, il arrache son œil et c'est l'œil qu'il envoie à Ikki. Donc c'est pas la même. Donc à partir de là, j'ai commencé à me dire, puisque l'histoire est différente, puisqu'on me passe des choses, je vais aller plus loin. Si je reprends l'exemple des Chevaliers du Zodiaque, je me suis aussi rendu compte que, non, ça s'arrêtait pas à Poséidon. Il y avait Hadès. Oui, parce que Hadès, maintenant, ça existe en animé. Mais à l'époque, on l'avait pas eu. Donc, une vraie suite à un manga que je connais. Et j'ai commencé comme ça. Les Fly, on n'avait eu que 46 épisodes, alors que j'adorais cette série, que vous connaissez peut-être maintenant sous le nom de Dragon Quest, la quête de Dai. Donc pareil, j'ai voulu reprendre l'histoire où j'en étais. GTO, la même chose. Il me manquait la fin. Donc tous mes premiers achats, ça a été des tomes 10, des tomes 15, des tomes 20. Ça ne ressemblait absolument à rien. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai commencé, j'ai mis mon doigt dans l'engrenage et je suis devenu excessivement fan et collectionneur. Voilà, j'espère avoir aussi répondu correctement à ta question. Alors, promis, on commence à arriver au bout. Donc nous avons Roman Bell qui me pose une question. Tiens, ce nom me dit vaguement quelque chose. Alors elle me demande si tu devais revendre des séries, lequel serait-ce ? J'en ai parlé tout à l'heure, mais oui, évidemment,
il y a des séries qui m'ont moins plu, ou qui ont mal vieilli. Déjà, il y a toute une catégorie de séries, je rebondis sur une question de M. Philippe, mais qui ne sont pas finies. Par exemple, nous avons, hop là, comme ça je vous illustre un peu de ce quoi je parle, Jimbe Evolution. Voilà, c'est sorti donc à l'époque chez Delcourt, quand il y a eu la fusion avec Delcourt Tonkam. Et c'est une série qui a été abandonnée à cette époque-là, discrètement, alors que c'est con, parce que là on a 12 volumes, et c'était terminé en 20 volumes. Donc objectivement, il n'y a plus d'intérêt à garder une série dont on n'aura jamais la fin. Pareil pour d'autres séries comme La Légende de Mayan. Pourtant elle a une cote, celle-là, elle est recherchée. Mais c'est pareil, on a le premier arc et puis on n'aura jamais de fin. Mais là je pense que c'est pas la faute de l'éditeur, je crois que ça ne s'est jamais vraiment fini. Il y a d'autres séries qui sont globalement pas bonnes, objectivement. Alors ici, alors ça c'est en 3 volumes, ça fera pas beaucoup de place, mais Dino Sapiens, déjà pareil, il n'y a pas vraiment de fin, et puis c'était excessivement mauvais. C'est du gore, des dinosaures qui butent des gens, puis on se rend compte que dans les dinosaures, en fait, il y a des gens qui les contrôlent, et nanani. C'est ni fait ni à faire. Donc c'est très très mauvais. Objectivement, c'est la série la plus mauvaise de ma collection. Comment c'était encore avec les sorcières Hop. Collection. Je sais même plus si je vais le trouver, ça, mais... Non, ça s'appelle pas Sorcière d'or, j'ai même plus le nom. C'est un manga qui est en 14 volumes chez Kana, qui parle de sorcières des tours et de sorcières des ateliers. Quoi que 14 volumes, donc je crois que c'était plus, c'était 16, mais c'était pas bon non plus. Et pourtant j'ai tout lu. Donc voilà. Donc oui, des séries que je peux revendre. Et alors, ouais, évidemment, allez, on va jeter un peu d'huile sur le feu, mais en vrai, Jujutsu Kaisen, c'est une série que je pourrais revendre sans problème. Le début était très bien, mais la suite, le dernier arc est absolument imbouffable. Je n'aime vraiment plus cette série. Mais voilà, par principe, je vais au bout. Parce que déjà, il manque que 2 tomes, donc ce serait un peu con. Même chose pour Chainsaw Man. Hein. Chainsaw Man, je suis pas le seul, il y en a beaucoup au final qui ont vendu. Je trouve que la première saison, ça passait. Bon, c'est pas exactement mon genre, mais il y avait des bonnes idées. Et à partir du moment où on a laissé Tatsuki Fujimoto faire ce qu'il voulait avec la saison 2, c'est devenu encore moins bon. Hop là. Donc j'ai beaucoup de mal à m'y refaire. C'est pas à jour, mais d'ailleurs j'ai même pas lu les 4 derniers tomes. Alors il y en a qui vont dire oui, voilà. Mais de toute façon, et ça c'est toujours mon principe de vie, c'est que je ne revendrai jamais une série que je n'ai pas terminée. On n'est jamais à l'abri, c'est toujours un bon conseil, d'avoir une dinguerie qui finit par apparaître ou d'avoir des éléments qui vont faire que la série va prendre une autre valeur. Exemple bateau qui n'a rien à voir avec le manga, c'est le film Le Sixième Sens. Quand vous arrivez au bout, vous en prenez tellement plein votre gueule que le mieux à faire, c'est directement de le revoir une deuxième fois. Donc on n'est jamais à l'abri. Et ça marche dans les deux sens. Une série qui est génialissime et qui termine avec une fin tellement pourrie qu'elle va vous dégoûter d'avoir acheté la série, ben voilà, ça vous donnera envie de la revendre. Donc on attend, donc en vrai je ne revendrai que des séries terminées, plus ça se vend mieux, ou des séries qui sont objectivement mortes. Voilà, j'espère avoir suffisamment répondu à ta question. Alors, Trox 6067. Donc, tu me demandes, pour la fac, tu as des lectures très variées, mais si tu devais complètement arrêter de lire un style, lequel serait-il? Alors, c'est une question qui vaut la peine d'être posée, mais qui a peu d'intérêt au sens où les styles sont vraiment divers et variés. Évidemment, là tu parles shonen, shoujo et seinen, je pense que c'est surtout ceux-là à quoi tu parles, évidemment. Mais déjà, ça devient dépassé comme style. La preuve, Glénat l'a bien compris, ils arrêtent de faire leur petite case pour désigner si c'est rose c'est un shoujo, si c'est vert c'est un shonen. Donc c'est un peu dépassé comme façon de voir les choses. Si je devais fourber, je pourrais dire j'arrête de lire du yaoi. Voilà, c'est pas pour moi. Je suis pas le public ciblé. J'en ai lu, j'en ai trouvé des biens.
Ne serait-ce que l'étranger de la plage, l'étranger du Zéphyr, ça je peux vous le conseiller tous les jours, le dessin est sublime. Il n'est pas trop grivois, c'est ce que j'aime dans le bon yaoi, on va dire. Mais voilà, c'est une série que je pourrais me passer de lire, c'est un genre que je pourrais me passer de lire un peu facilement. Objectivement, le Gekiga, même si je m'y suis mis, je pense, cette année, avec une vie dans les marges et tout ça, je dois peut-être avoir 5 mangas vraiment typés Gekiga. Donc ça, je pourrais aussi m'en passer très facilement. Maintenant, si tu me forces à choisir dans les grosses catégories obvious, bah, ce sera plutôt le shoujo. Et donc, bah, paradoxalement, tu me demandes aussi si je ne devais en conserver qu'une seule. Là, évidemment, mon analyse reste un peu la même. Là, le choix, évidemment, difficile serait entre le seinen et le shonen. Parce que c'est pareil, la frontière est très mince. Il y a des mangas de type shonen, où ça découpe à tout va, où c'est assez difficile, où c'est violent. Moi, j'ai jamais compris qu'un Chainsaw Man soit pour un public jeune. Chainsaw Man, jamais je conseillerais ça à un enfant de 8 ans, par exemple. Et à côté de ça, on a des... Pareil pour un Kingdom. Kingdom, je pense qu'il est quand même considéré comme un shonen. Bon, pour moi, vu les thèmes employés, ça pourrait être du seinen sans trop de problèmes. Et puis, des fois, t'as des seinen où tu fais... ouais, je vois pas pourquoi un enfant pourrait pas lire ça, quoi. Donc voilà, allez... même si le seinen me manquerait beaucoup, je pense que je resterai quand même sur le shonen. Parce que voilà, les mangas que j'aime, les genres que j'aime bien en général, donc les mangas de bouffe, les mangas sur les mangas, l'historique, il y en a un petit peu, les mangas de sport que j'aime beaucoup. Bah, je risque plus d'en trouver évidemment dans la catégorie shonen que seinen. Et alors, pour terminer, la dernière question, donc c'est Jeune Cream qui me demande à combien estimes-tu ta mangathèque au niveau argent? Ah bah oui, hein, c'est une question qui est légitime de se poser et qui est excessivement compliquée à répondre. Pourquoi déjà parce que ça fait beaucoup trop gros. Le site Manga Sanctuary permettait, si on rentre ces mangas dessus, de donner une valeur à votre mangathèque. Alors déjà, le site est excessivement mal fait. J'avais essayé à une époque pour m'amuser de mettre des mangas dessus, mais je ne sais pas comment ça marchait. Il me mettait trois fois les Berserk, 2 fois les Bleach. Enfin, ça ne marchait pas. Donc c'est quand même assez compliqué. Et puis c'est pareil. Pardon. Évidemment, entre le prix où je les ai achetés et la valeur qu'ils ont maintenant, ça a bougé. Je considère que tout manga qui a été acheté, qui est sorti de la librairie, même s'il n'a pas forcément été lu, est devenu de l'occasion. Donc, on peut évaluer ça sur le prix de l'occasion. Alors, basiquement, ici, Manga Collect me dit que j'ai 11 941 volumes. Presque 12 000. Mais ça, c'est Manga Collect. Manga Collect ne prend pas en compte les mangas en italien et les mangas en japonais. Donc, je peux vous le confirmer que j'ai un peu plus de 12 000 mangas. Hop là. Donc partons d'un principe simple. J'en ai 12 000. Beaucoup plus facile pour avoir une première estimation. Voilà. Si on part du principe que je veux maintenant tout revendre, voilà, on m'annonce qu'il me reste 6 mois, je dois faire du pognon. Évidemment que c'est de l'occasion. Mais le marché de l'occasion étant ce qui est, il y a encore quelques années, j'aurais dit à bon prix d'occasion, c'est 3 €, voire 3,50 €. Maintenant, je pense que vous le savez aussi, trouver des mangas à 3 €, 3,50 €, c'est des bons prix. Ou alors c'est des séries que personne ne veut. Les Ultramaniac, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui étaient fort bien. Bah oui, ça ne coûte pas ça, vous allez avoir les 5 tomes pour 10 €. Plus récemment, les premiers tomes de Mannequin, bah, comme c'est une série qui était morte pendant très longtemps, les 4 premiers volumes se trouvent facilement. J'ai payé aussi 10 € les 4 volumes. Donc, voilà.
Par contre, comme j'ai cité Gintama, impossible de les trouver à moins de 5 euros. Et 5 euros, c'est triste, mais c'est ce qui devient la base d'un manga. Ça devient compliqué de trouver des mangas à moins de 5 euros. Psychologiquement, quand je cherche, c'est ma limite. De l'occasion, j'essaye d'avoir, frais de port compris, 5 euros maximum. Là, je veux bien encore acheter. On va couper la poire en deux. On va partir du principe que je les revends à 4 euros pièce. Ça nous amène à un chiffre de 48 000 euros. C'est déjà vachement beaucoup. On pourrait dire que c'était une chouette voiture avec ça. Mais évidemment, ça c'est valable si on prend en compte que je n'ai que des tomes basiques. Donc une édition, on va dire tankobon au Japon. Sauf que des éditions, j'en ai quand même quelques qui sont chouettes. Par exemple, alors à vue de pif, j'avais fait un peu les calculs, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais j'ai plus ou moins 950 volumes qui sont de type Kazenban ou supérieur, donc des éditions de luxe. Évidemment, dans cette catégorie-là, on peut mettre tout et rien. Ça inclut donc les éditions de luxe perfect de Dragon Ball, qui sont à, je crois que c'était un peu plus de 11 euros, 11,75 €, quelque chose comme ça. Mais ça va aussi inclure les Lone Wolf and Cub, qui sont à 35 euros. Qu'est-ce que je dis, 32 €. Ou les tomes de Gundam Origin, qui piquent aussi. Je crois qu'ils sont pas dans les 30, les Gundam, je sais plus. Donc, évidemment, on ne peut pas vendre des Lone Wolf and Cub à 4 euros pièce. Si vous trouvez à ce prix-là, foncez dessus, vous posez même pas la question. Je pense que ça, c'est des volumes qui seraient dans les... Allez, déjà à 15 euros, je pense que ce serait une super affaire, mais à 20 euros, ça vaudrait déjà largement la peine. Vous gagnez plus de 10 euros sur un tome, pour peu que l'état, évidemment, ne soit pas dégueulasse. Bon, toujours à faire. D'ailleurs, parlons-en de l'état. Ma Mangatech est toujours en très bel état. J'ai fait quelques concessions pour de l'occasion. Quand on trouve des belles affaires, faut pas dire non. Les Rookies, dont j'ai parlé tout à l'heure, ils sont très jaunis. Maintenant, c'est une série qui vaut une fortune et qui est introuvable. Donc, même quand on les trouve en jauni, je vous garantis, on dit merci. Donc, l'état, ici, est toujours très bon. C'est pour ça que je vais souvent à ma librairie, parce que quand il y a un tome qui sort, je prends la pile de tomes et je choisis le meilleur. Donc, en termes d'état, voilà, je suis plutôt assez irréprochable là-dessus. Pareil, les éditions qui valent de la thune, on va pas se le cacher, j'en ai quand même quelques-unes dans mes tiroirs. Vous l'avez déjà vu dans ma précédente vidéo Mangatech. Mais voilà, allez, si on en prend quelques-unes, comment est-ce que c'était encore, ne serait-ce que l'ancienne édition des Fly, Dragon Quest, la quête de Dai. Pas la toute première, vraiment la Dragon Quest. Ça a sûrement baissé depuis la réédition, mais tout un temps, c'était 10 euros pièce le tome, et on en a une bonne trentaine. Les Gans Osaka, c'est très recherché. On est minimum dans les 30 euros le tome, je pense. Les Princesses Lucia, c'est la moins bonne série de Kujiseo. Mais autant les 3 premiers tomes ne valent rien, autant les 2 derniers tomes, on est sur du 80-100 euros pièce. Voilà, School Rumble, 22 volumes. Alors, je retiens pas évidemment toutes les cotes actuelles, je vais pas passer mon temps à tous les rechercher, mais je pense qu'en intégral, on doit être pas loin des 300 euros. Il n'y a que 22 tomes. Donc, des raretés comme ça, ça fait aussi évidemment monter les chiffres. Et même des conneries. J'ai quelques hentai qui valent une fortune. Vous pouvez faire une recherche de Renya Sabashi, parce qu'ils ne sont plus édités, c'était chez Hot Manga à l'époque. Les plus petits, on est dans les 30 euros, et les plus chers, je pense, on est dans les 60. Ah, et ça fait cher la boule, on est d'accord. Donc voilà, c'est compliqué. Mais aussi, la vraie question, c'est qui va mettre ce prix-là? C'est le problème. Maintenant, on peut partir aussi du principe que l'appât du gain risque quand même d'en pousser quelques-uns à sortir du bois. Si je prends par exemple, allez, mettons que j'ai les Green Blood.
Jane Blood aussi, ça c'est une série qui est montée et qui est pas mal. J'avais vu des tomes à 50 euros. Je ne sais pas combien tourne l'intégrale. Mettons que l'intégrale vaut 100 balles. C'est un prix, hein. 100 balles pour 5 tomes, c'est beaucoup trop cher. Mais que j'ai vraiment besoin d'argent et que j'ai besoin de les vendre tout de suite. Je les mets à 50. Bam 50, on est déjà à plus de 10 euros. On est déjà à 10 euros le tome. C'est déjà plus cher que ce que j'ai payé à l'époque en neuf. Mais à ce moment-là, le prix est tellement bas que je me dis qu'il y a même quelqu'un qui va se dire ben moi je vais les acheter à 50, hein, Scalper et compagnie, et essayer de les revendre à 75. Vu que ça coûte 100, il y a des chances que ça passe. Si le gars n'est pas pressé, il y a même des chances qu'il réussisse son coup à ce niveau-là. Donc oui, si je devais les thésauriser, je pense que toutes ces éditions-là pourraient avoir de la valeur. On va essayer d'être raisonnable et on va ajouter un quart de la valeur à ma collection. Donc c'est facile, ça, un quart de 48, ça fait 12 000. Et donc, allez, je vous le fais comme ça parce que c'est classe. Tac. Ce qui arriverait à une valeur estimée de ma collection à 60 000 euros. Je pense que c'est pas déconnant. Et que je pense surtout que c'est une somme astronomique. Ça fait vachement peur. C'est pour ça que j'ai gardé cette question-là pour la fin. Maintenant, vous avez accès à mon manga collect. Vous pouvez vous faire plaisir. Donc, si vous avez excessivement beaucoup de temps à perdre en cherchant sur les annonces Vinted, Le Bon Coin et tout ça, Rakuten, faire un vrai calcul. Et si vous êtes motivé pour me dire combien j'ai réellement dans ma collection, ça me ferait beaucoup rire. Mais voilà. Je pense que la meilleure façon de te donner une réponse sans passer des heures et des heures et des heures à faire des recherches, c'est un bon compromis. Voilà. Eh bien écoute, j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que vous avez eu pleinement satisfaction. Si jamais il y a quelques petits détails qui vous chiffonnent ou qui manquent à votre compréhension, ben, n'hésitez pas à me balancer ça dans les commentaires, comme ça je compléterai éventuellement mes réponses, si vous êtes vraiment curieux. J'ai foncièrement rien à cacher. De toute façon, on sait tous que je suis taré. Et puis voilà. J'ai fait le tour, puisque j'ai fait les objectifs de l'année prochaine. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici. Terminer sur un plan plus joli. Voilà. Donc évidemment, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, même si je pense qu'elle a été excessivement longue. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'ai toujours là assez de motivation pour continuer le job, en tout cas au moins l'année prochaine, et tant que ma santé me le permettra. Et n'hésitez pas à... Qu'est-ce que j'ai dit moi? Donc, oui, et à mettre des commentaires, évidemment, d'interagir, si ça a suscité d'autres questions. Voilà, je ne referai pas une vidéo FAQ de sitôt, mais voilà, je vous réponds. De toute façon, j'adore vous lire, j'adore interagir avec vous, et puis on l'a demandé, ça fait partie des pourquoi j'ai fait ma chaîne, pour avoir des interactions et pour partager une passion commune. Voilà. Et en attendant les prochaines vidéos, vu que c'est la dernière vidéo de l'année, je vous souhaite une bonne et une excellente année 2026. Et je vous dis à la prochaine!